La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, excellent début de semaine. L'actualité ce soir, le lancement à Barkouassi dans l'OTI du deuxième institut de formation pour l'agro-développement. La pose de la première pierre ce lundi, c'est avec le chef de l'État qui a donc donné le premier coup de truelle. L'institut dédié à l'élevage va s'étendre sur 320 hectares. Lomé, capitale depuis ce matin de la 38e réunion ordinaire des chefs d'État-major de la CEDEAO, réunion consacrée au terrorisme. Les échanges devraient permettre aux armées défiées par ses ennemis invisibles d'adapter leur formation aux exigences du terrain aujourd'hui. Enfin, nous irons aux journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises. Ouverture ce matin à Lomé en face de la Chambre du commerce. Reportage à suivre tout à l'heure avec Lucassi pour cette première journée de la deuxième édition. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Barkouassi donc ce soir pour commencer. Barkouassi dans l'OTI, la localité a vu lancer ce lundi les travaux de construction du deuxième institut de formation pour l'agro-développement, IFAD en abrégé. C'est dédié à l'élevage. La pose de la première pierre ce matin, c'est avec le chef de l'État. Nous reviendrons tout à l'heure sur la cérémonie, la présentation de ce nouvel institut. Mais voyons d'abord les images de l'arrivée du président Faure Gnassingbé à Barkouassi, accueilli, vous allez le voir, par les populations à l'IS. Et voilà, vous l'avez entendu, bonne arrivée des populations enthousiastes qui ont donc accueilli le chef de l'État ce matin à Barkouassi pour le lancement donc des travaux de ce nouvel institut IFAD, nouvel institut de formation pour l'agro-développement. Le complexe va s'étendre, je vous le disais, sur une superficie de 320 hectares. Ça vient en appui, nous le disions aussi, à l'élevage, au sous-secteur élevage, à la création agro-pastorale. Nous suivrons dans quelques instants le reportage avec nos
nos collègues qui sont toujours à pied d'œuvre. Un moment sur le sous-secteur élevage, au moment où justement on parle de plus en plus aujourd'hui d'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes se sont lancés dans le secteur, des projets ont vu le jour, des accompagnements, la formation notamment, des investissements ont suivi avec des projets élevage de volailles, de bovins, de caprins et j'en passe. En somme, un sous-secteur qui attire. On note en effet une forte expansion dans le domaine. Alors on va faire le point ce soir, chiffre à l'appui avec ce dossier de EDEM ce support. Ces dernières années, le secteur agricole au Togo bénéficie d'énormes investissements de l'État et de ses partenaires. La croissance du sous-secteur élevage a progressé de 6,52% en moyenne entre 2002-2007 et de 6,72% entre 2010-2015. Ceci pour une prévision de 6,9%. Les lignes bougent et le président de la République veut d'ici à 2030 bâtir une agriculture moderne, durable, à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est cette ambition que va tenter de réaliser le PNIASAN. Le défi s'annonce grand et d'ores et déjà, les actions sont menées pour le relever dignement. Nous avons travaillé sur le processus de formation des groupements, formation des coopératives qui puissent travailler et rentabiliser leur production pour pouvoir les rendre beaucoup plus compétitifs. Aujourd'hui, nous tendons vers l'entrepreneuriat agricole. Mais il faut que dans le domaine de l'élevage, nous tendions vers la même chose, que nos produits que nous sortions, que nous puissions les transformer. Et il y a déjà des initiatives privées qui sont sur le territoire national et qui peuvent vous sortir de l'étable à la table des produits finis qui sont compétitifs. Face à la demande sans cesse croissante de la population en produits carnés, le développement de l'élevage se présente donc comme un véritable palliatif. Il est donc nécessaire de promouvoir l'élevage afin d'accroître la disponibilité des produits carnés. Nous avons injecté des géniteurs améliorés au niveau des petits ruminants et au niveau de la volaille, des coques améliorateurs pour pouvoir, disons, changer le format et la performance. Nous avons commencé avec un effectif bovin, 300 000 têtes. Aujourd'hui, nous sommes à 475 000 têtes, 2017. Les petits ruminants, nous étions au début de la campagne, au début de PNIASA, en 2011, on avait un effectif disons, au 20 caprins, on avait un effectif d'1,5 million. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 4,8 millions têtes. En 2011, nous avions 8 millions de têtes de volailles sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, avec toutes ces actions, nous avons atteint aujourd'hui au niveau de la volaille 22 500 000 têtes de volailles. Et si nous prenons par exemple, nous prenons les poissons. Nous avions une production en 2011 de 16 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une production de 27 000 tonnes. L'analyse de la situation de référence de l'élevage amène à se rendre compte de ce que ce sous-secteur est toujours fragile et caractérisé essentiellement par la pratique de techniques pastorales rudimentaires. 99,8% des éleveurs pratiquent l'élevage traditionnel, seulement 0,2% pratiquent le type amélioré. Le sous-secteur nécessite une formation des acteurs et une vulgarisation des nouvelles techniques d'élevage. Avec l'appui du PASA, 1300 poulaillers et 500 bergeries ont été construits à travers le pays. Les premiers bénéficiaires regroupent plus de 2375 éleveurs, dont 585 femmes. Avant d'être membre du groupement, je vivais dans une maison sous paillote. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 bâtiments de 2 pièces. Et puis mes enfants ont évolué sans problème. J'ai déjà certains qui sont à l'université maintenant avec l'appui du groupement. Et j'ai encore 3 qui sont au lycée. Et j'arrive à faire leur scolarité. Nous aussi, j'arrive à m'habiller correctement. Plus de 12 500 éleveurs seront touchés. Et le chef de l'État veut passer à l'étape cruciale de cet appui à travers les IFAD.
institut de formation pour agrodéveloppement. Il va assurer une formation diplômante et des stages pratiques de perfectionnement aux jeunes Togolais. Et voilà, donc nous le disions, le lancement aujourd'hui à Batkouassi d'un nouvel institut, lancement par le chef de l'État, lancement des travaux. Eh bien, on revient donc justement sur le sujet qui est désormais prêt, IFAD, le nouvel institut de formation pour l'agro-développement. Le complexe, je vous le disais, va s'étendre sur une superficie de 320 hectares. Ça vient en appui à l'élevage, au sous-secteur élevage, à la création agro-pôle. Je ne vous en dis pas plus. Reportage à suivre avec Désiré Aloge. Bien, nous reviendrons visiblement donc sur ce sujet et tout à l'heure. Notre deuxième titre ce soir, le terrorisme, avec un nouveau visage qualifié aujourd'hui, vous le savez, d'asymétrique. Et pour combattre ces ennemis invisibles, nous devons, je cite, de formater nos armées en adaptant régulièrement leur formation aux exigences du terrain. Propos ce matin à l'ouverture de la 38e réunion ordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO à Lomé. Propos, vous disais-je, du ministre d'État Esso Solitoki, représentant le chef de l'État, chef des armées. La réunion couvre 3 jours. La finalité, assurer la paix et la stabilité dans la sous-région. Ulrich Amégan, Félix Simdash. C'est une mission noble qui est la leur, mais délicate dans son exercice. Assurer la paix et la sécurité des citoyens et garantir l'intégrité territoriale des pays. Une mission rendue plus difficile dans la pratique en raison de nouvelles formes de menaces auxquelles tous les pays, en particulier ceux de la sous-région ouest-africaine, sont confrontés, notamment les agressions terroristes, la piraterie maritime, la montée du crime organisé, la circulation incontrôlée des armes, pour ne citer que celles-là. De nouveaux enjeux qui interpellent les forces de sécurité et de défense et nécessitent de nouvelles stratégies pour répondre plus efficacement à l'insécurité grandissante. Pour ce faire, cette 38e session du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO serait une tribune pour des solutions adaptées. Au regard des menaces qui risquent de compromettre durablement, si nous ne prenons garde, les ambitions d'émergence de notre communauté, l'examen des points inscrits à l'ordre du jour requiert de nous une attention particulière. Il nous serait en être autrement si nous voulons que la CEDEAO continue d'avancer dans le sens bien compris de sa vocation de maintien de la paix et de la sécurité et conserver sa renommée et sa respectabilité. Je reste persuadé que nos travaux déboucheront sur des pistes de résolution des crises qui entravent le développement et l'épanouissement de nos pays. Trouver des solutions aux menaces actuelles est une nécessité. Toutefois, il importe de reconnaître l'engagement et surtout le professionnalisme dont font preuve les forces de défense et de l'ordre dans la gestion des crises dans leurs pays respectifs, comme le souligne le commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et la sécurité de la CEDEAO. Nous faisons aussi face à de nouvelles formes de revendications sociopolitiques, voire syndicales, persistantes, téléguidées ou non, légitimes ou non, parfois bien violentes qu'il n'en faut, et défiant sans ménagement les forces de sécurité et de défense. Pour cette dernière catégorie de défis sécuritaires renouvelés dans notre sous-région, je voudrais saluer la résilience psychologique, le professionnalisme et le discernement des chefs de nos armées que vous êtes. Asymétrique, voilà le visage de ces nouveaux ennemis qui défient nos armées, dira Esso Solitoki Manyim, représentant le chef de l'État, chef des armées, présent en exercice de la CEDEAO. Et pour combattre ces ennemis, poursuit-il, il faut agir en mutualisant les efforts pour redonner espoir aux populations. Les défis, on le voit bien, sont nombreux, multiformes, pressants et nous obligent à agir. Avec diligence, en multipliant et en mutualisant nos moyens serait le moyen le plus sûr pour sortir notre région de ces incertitudes. Les présentes assises nous offrent l'opportunité de consolider les liens de solidarité qui nous unissent, liens qui,
malgré sa menace sécuritaire, trouve de nouvelles raisons de se renforcer. Face à cette situation, les peuples de notre région, comptant sur vous, refusent de céder au désespoir et restent convaincus que vous viendrez à bout de force du mal. L'acte phare de ces assises va incontestablement être la pose des jalons et la constitution de l'architecture de la force en attente de la CEDEAO. Autre acte majeur de cette 38e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO est le passage de témoins entre le président sortant et le nouveau en la personne du Togolais, le général de division Abalo Kabanga. Autre réunion sous-régionale, toujours à Lomé depuis ce lundi, la 3e session extraordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Les assises sont consacrées là aux questions liées au cadre institutionnel du Conseil. En clair, les travaux devraient permettre d'améliorer le fonctionnement de l'institution. Les précisions Sergine Raimondo, Augustin Kossi. Les experts des 5 pays du Conseil de l'Entente à Lomé pour définir de nouvelles orientations pour l'organisation sous-régionale. Ils vont asseoir les mécanismes qui vont permettre au Conseil de contribuer efficacement au renforcement de l'intégration régionale. Aussi, les questions liées à la gouvernance administrative et financière et surtout au cadre institutionnel et fonctionnel du Conseil seront-elles abordées. Nous avons commandé 3 études importantes pour le faire. Une étude consacrée à l'audit institutionnel et organisationnel du Conseil de l'Entente, une étude sur l'évaluation du plan stratégique 2013-2016 et l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2018-2022. Nous nous pencherons également sur une étude qui a été consacrée au renseignement au sein de l'espace Entente. Ce nouveau cadre prend en compte les nouveaux défis engendrés par les mutations en cours dans la sous-région, notamment en ce qui concerne la sécurité et le bien-être des populations. Un nouveau souffle a insufflé au Conseil de l'Entente qui répond également aux préoccupations liées au genre, à la jeunesse et à la migration. L'audit institutionnel et organisationnel ainsi que le plan stratégique sont des outils qui vont définir les priorités pour l'organisation dans le cadre de sa viabilité et de sa visibilité. Depuis que l'organisation a entrepris son programme de revitalisation, il faut quand même qu'on l'adapte aux nouveaux défis de l'heure. Il s'agit donc de penser l'avenir du Conseil en le dotant des outils et instruments aptes à consolider les acquis et à mobiliser les ressources nécessaires à son meilleur fonctionnement. On en vient maintenant aux journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises. Nous l'annoncions également en titre tout à l'heure. C'est la 2e édition. Ça court jusqu'à mercredi. Ce rendez-vous pour opérateurs économiques. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés pour ces échanges. Sud-Sud, Samuel Debé, Lucassi. Industriels, artisanaux et des offres de services présentées ici par des opérateurs économiques, hommes d'affaires et jeunes entrepreneurs aux journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises. Cette messe commerciale qui est à sa 2e édition est abritée par le Togo un an après la première édition tenue au Sénégal. L'initiative portée par les chambres consulaires des 2 pays ambitionne d'offrir un espace d'échange, de rencontres B2B, de vente et de nouveaux partenariats aux opérateurs économiques. Il y a un Sénégalais qui est parti de rien, de chez lui 70 mètres carrés. Aujourd'hui, il fait 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Et il est prêt à mettre son expertise à la disposition des opérateurs économiques togolais qui le souhaitent. Parce qu'il y a une filière lait et une filière céréales mil qu'il faut développer pour booster la production au plan local. Nous allons, chacun à travers des relations B2B, échanger nos expertises et voir qu'est-ce que l'un et l'autre a réussi, qu'est-ce qu'on peut prendre pour améliorer ce qu'on fait. C'est une nouvelle dimension économique et commerciale qui est donnée aux relations de coopération et d'amitié qui lient le Togo et le Sénégal. Ceci va faciliter la pénétration réciproque des marchés en vue d'accroître les actions commerciales au profit de la croissance économique.
Ces présentes journées nous offrent donc l'opportunité d'œuvrer pour un renforcement des échanges commerciaux entre le Togo et le Sénégal et le dynamisme de la coopération entre nos deux pays, qui repose sur un socle très solide de confiance et de volonté politique surtout, est donc à saluer et à consolider, car c'est une collaboration encourageante à plus d'un titre qui illustre à merveille que la coopération sud-sud n'est pas un vain mot. Le secteur privé va sans nul doute renforcer son expérience à travers ces journées afin de parfaire ses services et produits, puis étendre son marché de consommation pour ainsi faire office de moteur de relance de l'économie nationale. Ces journées qui s'ouvrent aujourd'hui à Lomé traduisent la volonté de l'ensemble des acteurs du secteur privé de nos deux pays qui disposent d'énormes atouts de mettre ensemble leur savoir-faire et leur génie créateur afin de renforcer nos échanges commerciaux. Je ne peux que me réjouir et encourager une telle initiative qui est en parfaite cohérence avec la vision de nos deux chefs d'État, celle de faire de nos pays des places économiques, financières et commerciales attractives et compétitives au service du financement des économies de l'UEMOA et de nos populations. Ces journées axées sur le développement économique à travers la promotion des échanges sud-sud intègrent toutes les thématiques indispensables pour l'enracinement de la coopération économique et commerciale entre le Togo et le Sénégal. Alors, la question scolaire à ces journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises, qui sont présents, des opérateurs économiques, des hommes d'affaires bien sûr, quels produits, quel type de produits y sont exposés. Allons à la découverte avec nos reporters Samuel Debé et Luc Assis. Jeunes entrepreneurs, hommes d'affaires et opérateurs économiques sénégalais et togolais mettent en exergue leur savoir-faire et production ici sur le site de la deuxième édition des journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises. C'est l'exemple de Boussofal, transformatrice de produits locaux. Elle dispose d'une diversité de produits dérivés de la mangue, de la noix de coco et du gingembre. Moi, j'ai amené les vinaigrettes de mangue. À base de mangue, on peut faire tout ce que vous voudrez. On a le sirop de mangue et ça se conserve 2 ans. Nous avons les cocos gingembre qui aident à la digestion. Et le Togo en a tellement de coco et en a tellement de gingembre. Alors je voudrais vraiment inviter les femmes togolaises à venir partager ce savoir-faire. Un de nos produits phares, c'est le jus de gingembre. Donc c'est très bon pour la santé parce que c'est un tonifiant et c'est bon pour la digestion aussi. Et ça fait vivre aussi nos agriculteurs parce que celui qui cultive du gingembre, il trouve des débouchés autres qu'en frais. Vous voyez par exemple ça, c'est des colliers, ça, c'est des perles. Nous avons pris ça pour faire ces colliers. C'est ce que vous voyez également ici au niveau de ce cou. Et sur mon cou même, c'est le collier que j'ai fait et c'est à base des perles que j'ai pris pour confectionner ces colliers. Nous faisons aussi des sacs. Par exemple, ce sac, c'est fait à base des perles. Nous faisons également le pot de fleurs. Nous avons du piment de table. C'est composé des épices, des graines de néré et du piment rouge. Nous avons des graines de néré transformées. C'est la moutarde locale et du curcuma également en poudre. Le curcuma, une fois associé, ça peut servir à préparer des tisanes, ça élimine les toxines dans l'organisme. On s'en sert également en cosmétique et en cuisine. Ces opérateurs économiques ici présents croient beaucoup en ce rendez-vous économique qui leur offre l'opportunité de promouvoir davantage leurs produits et d'avoir leur représentation au Togo ou au Sénégal. Je suis venue pour en faire contact avec les femmes, les présenter les produits, faire un partenariat qui va nous aider à commercialiser nos produits que nous faisons. En même temps, eux, ils vont en profiter pour faire encore, pour travailler encore avec ce produit-là, pour les exporter en Europe. Et puis de connaître aussi l'environnement des affaires du Togo, les habitudes de consommation des Togolais, et puis de voir les possibilités de partenariat qu'il y a entre le Togo, le Sénégal et d'autres pays aussi. Nous voulons tisser seulement des relations B2B avec les Sénégalais et
pour pouvoir améliorer nos commerces. Nous espérons quand même nouer des contacts et pourquoi pas à long terme être représentés au Sénégal également. Entre 2014 et 2015, les exportations du Sénégal vers le Togo ont augmenté de 6 milliards de dollars à 8 milliards de dollars et celles du Togo vers le Sénégal ont atteint 1,6% du taux d'exportation globale du Sénégal. Ces chiffres pourront connaître une évolution avec ces journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises qui les mettent au devant de la scène économique sous-régionale. Et voilà, et c'est juste en face de la chambre de commerce, vivement un tour aux amateurs pour cette mini-foire Togo-Sénégal. Également dans l'actualité, le lancement ce matin à Lomé de la 5e édition du Female Tech Camp Togo 2018, un camp de formation technique. Une soixantaine de jeunes filles appelées là-bas des Nanatech vont bénéficier de formations en programmation, en développement d'applications, en gestion de sites web. L'initiative est de l'ONG E2C et vise à apporter des compétences techniques à ces jeunes filles pour les rendre compétitives sur le marché de l'emploi. Reportage d'Ede Koussao, Clarisse Atikle. Une soixantaine de jeunes filles sélectionnées cette année à Lomé et à Kara constituent les Nanatech de la 5e édition du Female Tech Camp. En 6 mois environ, elles auront l'opportunité de se former en langage de programmation, en web design et développement, en système de gestion de sites web et en télécommunications. Ceci marque le lancement officiel du Female Tech Camp 2018, un projet porté par l'ONG E2C. Il s'agissait pour nous de relever un pari, celui de la démystification de la science en général et des technologies en particulier. Pour cette édition, nous retournons à nos premiers amours, c'est-à-dire que le Female Tech a commencé avec la fabrication de jerry. Donc nous aurons encore un vrai atelier de fabrication de jerry. Mais l'innovation majeure, c'est que les filles vont vraiment coder. Il y a 2 jours qui sont entièrement dédiés au langage de programmation et de gestion. Depuis le démarrage du Female Tech Camp en 2014, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a toujours apporté son appui à ce projet en vue de la concrétisation de l'entrepreneuriat des jeunes filles tant souhaité par le gouvernement togolais. Ce dernier, à travers le ministère des Postes et de l'économie numérique, parraine l'événement afin de permettre aux jeunes filles de s'intéresser au numérique et accroître leur compétitivité au niveau national et international. Depuis le début de l'année, le décret présidentiel qui attribue 20% des marchés publics aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises de part et d'autre au niveau de l'éducation. Il y a le projet que nous avons fait du Wi-Fi Campus, parce qu'en fait, accompagner, c'est donner des outils, c'est donner des moyens qui sont des moyens, notamment en matière de technologie, qui concernent la connectivité, l'éducation. Nous avons des jeunes qui créent des applications et qui gagnent des prix internationaux. Il y a des prix au niveau africain, il y a des prix au niveau international qui ont été gagnés par des jeunes, que ce soit dans le domaine numérique, des applications ou bien dans d'autres domaines. Donc je suis tout à fait et très confiante sur la capacité de nos jeunes à gagner des prix au niveau international. Cette 5e édition est placée sur un thème central, la communauté des Nanatech, 5 ans d'inspiration et d'impact. Pour les promoteurs, elle sera un véritable cadre d'échange, de réseautage et d'autonomisation des jeunes filles grâce au TIC. Il est 20h28, l'actualité à l'étranger, la Côte d'Ivoire d'abord avec la présidentielle de 2020, l'Union pour la démocratie et la paix. En Côte d'Ivoire, l'UDPCI adopte les projets de test du parti unifié RHDP, parti unifié souhaité par le président Alassane Ouattara. L'UDPCI qui compte 6 députés à l'Assemblée s'est prononcé lors d'un congrès extraordinaire samedi à Yamoussoukro, mais compte tout de même garder son autonomie. C'est fait, c'est acté ce lundi 14 mai, le transfert depuis Tel Aviv de l'ambassade américaine à Jérusalem. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre de Donald Trump, et de centaines de responsables américains et israéliens. Transfert sans contestation des Palestiniens. Regardez. La fille et le gendre de Donald Trump inaugurent ce lundi l'ambassade américaine transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Une cérémonie perçue comme défiant la réprobation de la communauté internationale dans une période de grande inquiétude pour la stabilité régionale.
Au même moment, à quelques kilomètres de là, des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus pourraient marcher en direction de la frontière israélienne. Concrétisant un engagement de campagne, le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem constitue une rupture de plus avec, en l'occurrence, des décennies de diplomatie américaine et de consensus international. Le statut de Jérusalem étant l'une des questions les plus épineuses de l'insoluble conflit israélo-palestinien. La décision du président Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem affirme une grande et simple vérité. Jérusalem a été la capitale du peuple juif au cours des 3000 dernières années. Elle a été la capitale de notre État au cours des 70 dernières années. Elle restera notre capitale pour toujours. La décision américaine comble tout de même les Israéliens comme étant la reconnaissance d'une réalité historique de 3000 ans pour le peuple juif. Retour au Togo. Dans le reste de l'actualité, cette remise d'infrastructures scolaires à Koudougou et dans le Dankpen, et fourniture scolaire tablement le tout d'une valeur de 80 millions, l'œuvre du député Winir de la localité. Reportage de Nestor Moussou. Un nouveau bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur, le tout meublé, qui s'ajoute à l'ancien bâtiment pour renforcer le dispositif d'accueil et faire adieu aux apatam. Des logements avec cuisine et sanitaire pour le personnel enseignant. Logements équipés de postes téléviseurs, de ventilateurs et alimentés en énergie électrique, tout comme l'ensemble de l'établissement par un système photovoltaïque. Des blocs de latrines et un forage d'eau. Les populations de Kadougou, dans la préfecture de Dankpen, peuvent être fières. Dans le milieu, leur école primaire est la seule à disposer de toutes ces infrastructures qui ont coûté près de 80 millions de francs CFA. Le BMZ, le service allemand de la coopération, les ONG Africa Action et Togo Neue Horizon ou Togo Nouvelle Horizon ont été les principaux bailleurs de fonds. Il nous a été dit que Kadougou, n'est-ce pas, c'était un coin du diable. À cause du manque d'infrastructures, les enseignants demandaient chaque fois l'affectation. Ils ne voulaient pas rester ici afin d'éduquer les enfants. C'est vraiment ce qui nous a conduit à vraiment être ici et franchement réaliser ces infrastructures qui permettront, n'est-ce pas, aux enseignants de rester ici pour l'éducation des enfants. Les ONG allemandes sont très actives dans la préfecture de Dankpen. Elles ont réalisé beaucoup d'autres infrastructures dans plusieurs localités, ceci grâce à un fils de la préfecture. Chaque fois que je suis dans cette localité, les paysans ne font que m'approcher et me soulever leurs préoccupations. Donc, c'est une réponse de leurs préoccupations. Quand nous voyons les apatams qui sont érigés par les parents d'élèves, en saison pluvieuse, c'est vraiment de la catastrophe. Les enseignants sont obligés de libérer les élèves. Et quant aux logements sociaux, l'enseignant n'a plus le droit de s'excuser pour son instabilité dans cet établissement. Des sacs d'écoliers avec des cahiers ont été distribués aux élèves de l'école primaire publique de Kadougou. Des jeux de maillot ont été offerts à l'équipe de football de l'établissement et à celle du village. Sensible à cette générosité, le préfet, le chef d'escadron Alaoyim Nyako, a remercié les donateurs pour leur rattachement à la préfecture de Dankpen. S'agissant des élèves et des enseignants de l'EPP Kadougou, il les a conviés à l'assiduité pour améliorer le taux de réussite. Ce sera, selon lui, une manière d'encourager les bienfaiteurs à faire d'autres actions de générosité. Fausse nouvelle et journalisme de paix, c'est autour de ce thème que la 52e journée mondiale des communications sociales est célébrée par le Conseil diocésain catholique pour les communications sociales. L'événement a été marqué par une messe d'action de grâce dite à la paroisse Saint-Jean, apôtre de Théviers dans le Zio. Ce dimanche, par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Amozou, Denis Amozou Jaffa, reportage de Gérard Lagoudou. Une messe consacrée à la célébration de la 52e journée mondiale des communications sociales. Dans un environnement mondial où la presse, le quatrième pouvoir, est confrontée à de nombreux défis, il faut une prise de conscience pour asseoir de nouvelles bases propices au développement de ce secteur. D'où le thème retenu pour cette célébration, fausses nouvelles et journalisme de paix, la vérité vous rendra libre.
tiré de Jean chapitre 8, verset 32. Pour un vivant témoignage de vie dans l'église Famille de Dieu, il faut suivre Jésus comme modèle, a relevé l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba. La vérité vous rendra libre, nous a dit clairement Jésus. Enfin, le pape, soucieux que la paix est la vraie nouvelle, adresse une vibrante invitation à promouvoir un journalisme de paix, c'est-à-dire un journalisme sans duperie, hostile aux faussetés, aux slogans à effet et aux déclarations emphatiques. Un journalisme qui s'engage dans la recherche des véritables causes des conflits pour en favoriser la compréhension à partir des racines et le dépassement à travers la mise en route de processus vertueux. Un journalisme engagé à indiquer des solutions alternatives à l'escalade de la clameur et de la violence verbale. Avec le Saint-Père François, demandons au Seigneur, qui est la vérité en personne, de faire de nous des instruments de paix. Pour une presse responsable au service de la vie, l'Union catholique de la presse UCAP Togo a été mise sur pied en février dernier. Sa mission, œuvrer pour plus de rigueur et de professionnalisme dans le monde médiatique au Togo. Nous avons pour objectif de pouvoir faire des formations à nos membres, les former d'abord à vivre leur foi chrétienne, mais aussi les former pour promouvoir les valeurs évangéliques, les valeurs humaines et toutes les valeurs liées aux droits humains dans les médias, à travers les médias, que ce soit la presse écrite, la presse en ligne, la télévision, tous les médias possibles. Quand celui qui envoie, l'émetteur, envoie une bonne communication, il faut que ce soit bien pour que celui qui reçoit aussi puisse bien recevoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que vraiment la communication passe mieux dans l'Église et dans la société. Comme Jésus l'a rappelé à ses disciples dans les livres de Marc chapitre 16 verset 15 et de Matthieu chapitre 28 verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'UCAP Togo compte faire de cette exhortation son bâton de pèlerin dans le monde médiatique pour préserver la paix et le développement du pays. Et puis je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, on va terminer donc là-dessus. La Barkouassi dans l'outil, Barkouassi a vu lancer ce lundi les travaux de construction du deuxième institut de formation pour l'agro-développement IFAD. C'est dédié à l'élevage. La pose de la première pierre ce matin, vous venez de voir l'image, c'est avec le chef de l'État qui a donc lancé le premier coup de truelle. Nous reviendrons sur le sujet dans son entièreté dans nos prochaines éditions. Merci à vous qui nous suivez justement à Barkouassi et dans tout l'OTI sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.